Comment éduquer contre le racisme et les discriminations? Comment faire valoir les valeurs de respect et de tolérance? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie avec le docteur Lilian Thuram. Thuram, bonjour. Bonjour. Alors vous dites dans votre ouvrage La pensée blanche, vous écrivez que l'histoire de la résistance des élites blanches à l'émancipation des non-blancs est au moins aussi instructive que l'histoire de l'émancipation des peuples opprimés. Est-ce que vous pourriez nous éclairer à ce sujet? Oui, effectivement, vous savez, très souvent, lorsqu'on parle du racisme, lorsqu'on parle du sexisme, on a tendance à analyser ce que vivent les personnes qui subissent ces discriminations. Par contre, je pense qu'il est aussi intéressant, ou voire même plus intéressant, d'analyser en fait ceux qui mettent en place ce système-là. Et donc, dans la relation, par exemple, d'oppression, il faut essayer de comprendre pourquoi certains pays oppriment d'autres, pourquoi certaines parties du monde oppriment d'autres parties du monde, et qui les opprime. Parce que très souvent, lorsqu'on parle, par exemple, de l'esclavage, il faut rappeler que ce ne sont pas des confrontations entre personnes de couleurs différentes. C'est avant tout un système économique, un système politique mis en place par une minorité de gens. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas les paysans bretons, les paysans d'Aquitaine qui ont mis en place le système esclavagiste. Et donc, essayer de voir comment une minorité de gens mettent en place un système et vont essayer de construire un discours pour valider cette violence, par exemple la violence de l'esclavage, de la colonisation. Et donc, c'est pour cela aussi que lorsque vous analysez ces systèmes économiques, vous allez voir comment on a construit le fait d'être blanc, d'être noir. En fait, pour que les personnes blanches puissent adhérer au discours violent, au système violent, on leur dit, voilà, ces gens qu'on opprime ne sont pas comme vous. Ils sont différents de vous. Ils sont inférieurs à vous. Et si vous répétez ça pendant des siècles, les gens finissent par le croire. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de vraiment analyser ces rapports de domination à travers le système économique et la construction du discours pour légitimer cette violence. Alors vous écrivez également la chose suivante. À un noir, partout dans le monde, la société renvoie en permanence le fait qu'il est noir. Quand on circule dans l'espace public, on lui rappelle souvent sa couleur, soupçon de délit. Les blancs, eux, se promènent partout sans être enfermés négativement dans leur couleur de peau par aucune autorité. Cette tranquillité, ce sentiment de liberté, d'être partout à leur place, en ont-ils conscience? Fin de citation. Est-ce cela, Lilian Thuram, le privilège blanc? Ben, totalement, oui, ça peut être un des privilèges blancs, c'est-à-dire ne pas vouloir prendre conscience de certaines réalités. Je dis bien ne pas vouloir prendre conscience, parce que très souvent, lorsque vous parlez aux personnes blanches, de, de, de réalités qu'ils ne vivent pas, en fait, on a l'impression qu'ils ne veulent pas vous écouter. Et en fait, c'est ça le privilège, c'est en fait décider à savoir ce qu'on peut vouloir écouter ou pas. Et je reste persuadé que, bon, en tout cas, j'ai fait ce livre, c'est pas anonyme, c'est que nous devons prendre conscience qu'effectivement, être blanc ou noir, c'est avant tout des constructions. Ça veut dire que ce n'est pas une réalité, mais ce sont des réalités politiques. Et donc, il faut essayer de déconstruire ces réalités politiques pour voir en fait qu'est-ce qu'on a chargé, comment on a chargé le noir, comment on a chargé le blanc. Et effectivement, être blanc, ce n'est pas être noir. Être noir, en fait, historiquement,
c'est être vu d'une façon euh, négative. C'est être vu comme étant anormal. Pourquoi je dis anormal? Dans le livre, d'ailleurs, je raconte une petite histoire où j'appelle un ami d'enfance pour lui dire, dis-moi, est-ce que je peux te poser une question? Il me dit oui. Je lui dis, dis-moi Franck, est-ce que je suis noir? Il me dit, ben ouais, t'es noir. Je lui dis, mais Franck, si je suis noir, toi, t'es quoi? Il me dit, ben je suis normal. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que depuis des siècles, on a construit l'idée qu'être blanc, c'est supérieur, qu'être blanc, c'est mieux. Et donc, les personnes blanches ont intégré ce discours, comme les hommes ont intégré le discours qui place les hommes tout en haut de l'échelle et qui finissent par penser que c'est tout à fait normal que, en fait, que ce soit eux qui prennent les dernières décisions lorsqu'ils sont en famille, c'est-à-dire le chef de famille. Et donc, les personnes blanches ont reçu cette éducation historiquement. Et donc, c'est pour cela qu'il faut questionner le fait d'être blanc. Et malheureusement, parfois, les personnes blanches sont en difficulté pour questionner cette catégorie blanche parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et surtout, en fait, ils n'ont pas l'habitude d'accepter d'être dérangés par les non-blancs. Parce que, en fait, il y a ce sentiment de normalité, ce sentiment en fait, le racisme n'existe pas vraiment. Et quand les personnes qui subissent le racisme interviennent et racontent une autre histoire de la société, en fait, très souvent, ben, ça ne leur parle pas. Ils ont l'impression que quelque part, on les culpabilise. Et voilà pourquoi souvent, vous entendez certaines personnes qui disent qu'il faut sortir de la victimisation, il faut arrêter de culpabiliser. Mais non, je pense qu'il faut que nous soyons assez intelligents pour justement débattre de ces catégories, pour sortir de ces catégories. Ça me paraît très... Et dans le livre, c'est une invitation aussi en disant, voilà, l'histoire nous a posé des masques liés à la couleur de la peau. Et nous devons sortir de ces masques pour avoir une analyse en tant qu'être humain. Et donc, pour moi, c'est fondamental que nous puissions questionner ces catégories et comprendre qu'effectivement, ces catégories ne sont pas... c'est pas anodin. C'est pas anodin et ça raconte l'histoire d'une violence totale sur les non-blancs. Voilà. Vous dites également une chose très intéressante. Lorsqu'un blanc défend une noble cause, telle que la lutte contre le racisme, il est qualifié d'humaniste attaché aux valeurs universelles d'émancipation. En revanche, lorsqu'un noir défend la même cause, il est affublé du titre de porte-parole entre guillemets de sa communauté. Comment s'explique cette lecture différente d'une même réalité? Mais là aussi, vous savez, je vais le répéter, j'ai dû le répéter depuis que nous parlons ensemble. Pour comprendre le monde moderne dans lequel nous nous trouvons, il faut savoir que ce monde moderne s'est construit sur la racialisation et sur la hiérarchie des supposées races où les blancs ont été mis comme supérieurs. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les noirs, en fait, existent en catégorie. Ça veut dire que on refuse le fait de voir l'individu. L'individu, c'est-à-dire que c'est un individu, il pense comme ça. Et souvent, historiquement, c'est OK, il est noir. C'est ce qu'on voit avant. D'ailleurs, c'est pour ça que les personnes noires subissent le racisme. C'est-à-dire qu'en fait, ils interviennent quelque part. Ils n'interviennent pas comme un individu, ils interviennent en tant que noirs. Et donc avec les a priori que certaines personnes ont sur les noirs liés à un passé qu'on doit connaître. Alors que les personnes blanches, en fait, on pourrait dire que ben, s'il y a une catégorie noire et qu'on doit questionner, on doit expliquer et on doit apprendre à connaître historiquement, pour les blancs, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les blancs, en fait, ce sont des individus. En fait, ils ne représentent pas une certaine racialisation du monde. Et c'est pour cela que j'invite les gens en disant non. En fait, il faut questionner qu'est-ce que c'est être blanc. Parce que être blanc, c'est une construction politique. Comme être noir, c'est une construction politique. Et donc, voilà pourquoi très souvent, en fait, quand une personne non blanche intervient et dit des choses, en fait,
on a l'impression, pour certaines personnes, qu'ils représentent les Noirs. Voilà. Et donc, en fait, c'est ces débats que nous devons avoir, c'est ces réflexions que nous devons avoir. Et il faut emmener les personnes blanches à comprendre qu'effectivement, être dans la catégorie blanche, en fait, il y a une histoire à comprendre. Et être dans la catégorie blanche, c'est aussi historiquement penser que vous êtes la norme et que vous avez raison. Et c'est vous qui décidez à savoir qui est qui et qui fait quoi et qu'est-ce qui est juste. C'est-à-dire que ce que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps qu'en fait, que les populations du monde occidental, les populations blanches, ont été éduquées à penser qu'en fait, ils étaient la lumière du monde. Qu'en fait, ils avaient comment je pourrais dire ça, comme travail d'éclairer le monde, comme mission en fait. Et vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez dans n'importe quel pays, ou en tout cas en Afrique, vous allez voir qu'en fait, la vision des Blancs, c'est une vision extrêmement positive. Ok, extrêmement positive. Vous allez dans n'importe quel pays, vous allez voir que la vision qu'on a des Noirs, c'est extrêmement négatif. C'est pas anodin. Hein. C'est-à-dire que même à La Réunion, même en Guadeloupe, lorsqu'on parle des en fait, il y a une vision négative des Noirs. Lorsqu'on parle des Blancs, inconsciemment, il y a une vision positive. Mais en fait, c'est lié à la racialisation du monde. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des siècles, le monde moderne s'est construit sur cette idéologie de la supériorité blanche. Et donc, il faut qu'on puisse débattre sur ces sujets et il faut que les personnes noires, les personnes blanches débattent sur ces sujets pour pouvoir avancer et pour sortir de ces schémas de pensée. Monsieur Thuram, comment expliquez-vous qu'en France, nous vénérions Napoléon alors qu'il s'agit du seul chef d'État à avoir réduit ses propres concitoyens à la servitude en rétablissant l'esclavage en 1802? Alors, votre question est très intéressante. Est-ce que, est-ce que les personnes qu'on a réduites en esclavage étaient considérées comme des êtres humains à l'époque? C'est ça la réalité. C'est-à-dire que, et encore une fois, moi j'essaie vraiment d'analyser les choses. Il n'y a pas si longtemps que cela que les personnes noires sont vues comme des êtres humains et respectées comme des êtres humains. Vous savez, moi je suis français. Très souvent, on entend que les Lumières ont défendu l'égalité entre les hommes. Mais la réalité, c'est que les Lumières ont défendu la notion d'égalité entre les Blancs. Parce qu'à l'époque, il y avait l'esclavage. Vous savez, lorsqu'on parle de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, et c'est après la Deuxième Guerre mondiale, et on ne dit plus jamais ça. Mais ce qu'il faut entendre, plus jamais ça, c'est plus jamais ça entre nous les Blancs. Parce que la France, notre pays, après la Déclaration des droits de l'homme, continue à coloniser, que ce soit en Asie ou en Afrique. Il faut savoir qu'en 1948, il y a l'apartheid en Afrique du Sud, mais les mêmes pays qui ont signé la Déclaration des droits de l'homme ont cautionné l'apartheid en Afrique du Sud. Donc vous voyez bien que les non-blancs, en fait, n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Je pense que c'est vraiment très important de comprendre l'histoire de la racialisation du monde. Et qu'effectivement, nous, on peut dire oui, ce sont des êtres humains, parce que je pense que les personnes, même en esclavage, ils n'ont jamais douté de leur humanité, d'accord? Ils savaient que c'était des êtres humains. Mais en fait, pour les politiques de l'époque, pour les affairistes de l'époque, en fait,
il y avait toute une construction du discours. Ce ne sont pas des êtres humains comme nous. Ce sont des choses qui sont à notre disposition. Et encore une fois, pour comprendre le racisme d'aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que, en fait, nous sommes vus, peu importe la couleur de peau, comme étant des êtres humains à part entière. Et d'ailleurs, il y a des gens, aujourd'hui encore, mais qui vous disent que ben, ce sont des personnes noires, considérées comme noires, ne sont pas vraiment des êtres humains comme les blancs. Ben, il suffit de regarder, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, ben, le conseil politique qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que quand même, nous sommes dans une période historique où en fait, il y a quand même un slogan qui doit interpeller les gens. La vie des Noirs compte. Donc ça veut dire qu'il y a bien des gens qui pensent que leur vie ne compte pas. Mais quand vous regardez la réalité de nos sociétés, effectivement, vous allez voir qu'il y a des gens qui meurent en traversant la Méditerranée et que les pays européens ne viennent pas en aide. Il y a des jeunes, souvent des jeunes garçons, ben, qui meurent lorsqu'il y a un contrôle de police. C'est ça la réalité aussi. Et donc je pense que effectivement la première des choses pour avancer, c'est faire un état des lieux et parler de ces états des lieux et essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi ça persiste encore aujourd'hui. Ça persiste encore aujourd'hui parce que il faut se l'avouer, le dire clairement. En fait, il y a une haine des Noirs. Et ça, dans l'espace public, on ne l'entend jamais. Et cette haine des Noirs peut même, comment je pourrais dire, exister chez les Noirs. C'est ça qui, je pense que c'est pas inintéressant de mettre des mots sur les choses. Par exemple, vous savez, dans l'espace public, on n'entend jamais la négrophobie. Et le racisme le plus répandu au monde, d'accord? Mais c'est la haine des Noirs, en fait. Vous allez dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, même les populations qui subissent le racisme, en fait, ils vont persécuter et ils vont haïr les personnes noires. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je pense qu'il faut prendre conscience de cela, d'en discuter tranquillement, sereinement. Mais en tout cas, la pire des choses, c'est de ne pas en parler. Voilà, c'est de ne pas en parler. Alors justement, vous évoquiez la réalité de la colonisation. Comment se fait-il que celle-ci ne soit pas enseignée aujourd'hui comme il se devrait, à savoir, je vous cite, une entreprise criminelle où sévissait la ségrégation raciale. Alors, nous connaissons le Jules Ferry de l'école obligatoire, mais beaucoup moins celui qui a justifié l'asservissement des peuples au prétexte de missions civilisatrices. Encore une fois, je le répète, ce qu'on apprend à l'école est lié à des décisions et des volontés politiques. Et donc voilà pourquoi il faut s'intéresser à la politique, voilà pourquoi chacun de nous, nous devons obliger le système à évoluer. Lorsque vous êtes professeur, lorsque vous êtes élève, vous pouvez aussi emmener les institutions à changer. Et moi, je m'interroge toujours en me disant, il y a toute une génération de professeurs qui apprenaient à ma maman nos ancêtres les Gaulois. Et je me disais, mais en fait, comment ces professeurs qui étaient antillais pouvaient raconter ça à l'école? Et moi, je trouve qu'il y a une responsabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, le pouvoir politique demande qu'on enseigne certaines choses. Mais ce n'est pas parce que le pouvoir politique demande d'enseigner certaines choses que vous, vous êtes obligé de le faire. C'est-à-dire que les enfants qui sont en face de vous ont besoin d'être nourris pour qu'ils puissent développer une estime d'eux-mêmes. Et pour développer une estime d'eux-mêmes, la première chose, c'est de savoir qui on est vraiment. Et donc voilà pourquoi je pense que il faut éduquer les jeunes générations à s'intéresser à ces sujets et ne pas
ne pas en discuter. Vous savez, la première personne qui m'a dit d'arrêter de parler de racisme euh, euh, dans les médias, ça a été ma maman. La première personne qui est venue me voir en me disant, me dit bien, il faut que tu arrêtes de parler de ces sujets. Et j'ai dit à ma mère, mais en fait, non, maman, bien sûr qu'il faut parler de ces sujets. Bien sûr qu'il faut que je profite du fait que je sois joueur de foot de l'équipe de France pour parler de ces sujets. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne comprennent rien à ces sujets. Et à partir du moment où vous subissez le racisme et que vous vous êtes éduqué sur le sujet, bien sûr qu'il faut en parler. Parce que vous savez, il y a des gens qui pensent toujours que c'est tabou. Mais la réalité, c'est que pour avancer, en fait, on n'a rien inventé de mieux qu'une discussion, que des discussions. Et c'est comme ça que, justement, les mentalités avancent. Et donc, voilà pourquoi il faut vraiment, vraiment débattre de ces sujets, questionner ces sujets, malmener ces sujets et comprendre qu'effectivement, nous ne sommes que le fruit du passé. Et que si nous voulons construire l'avenir, eh ben, il faut aborder ces sujets le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, le plus intelligemment possible. Voilà. Alors, Lilian Thuram, j'ai un chiffre à soumettre à votre point de vue, qui a été mis en avant par l'historien Pascal Blanchard. Il y a en France 22 musées du sabot et 0 musée de l'histoire coloniale. Qu'est-ce que vous en Eh bien, pensez? écoutez, alors tout d'abord, c'est pas anodin. Il faut savoir que c'est pas anodin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire très attention. N'attendez pas que ce soit les institutions qui mettent des choses en place. Chacun de nous, nous avons un rôle et nous devons emmener les institutions à aller dans le sens que nous voulons. Et donc voilà pourquoi il faut prendre les choses très très au sérieux. Voilà pourquoi j'insiste et que qu'il y ait des jeunes garçons, des jeunes filles qui s'intéressent, qui deviennent des chercheurs sur ces sujets, qui emmènent un autre point de vue. Parce qu'en fait, très souvent, le problème, c'est qu'en fait, il y a toujours les mêmes points de vue. Et voilà pourquoi il faut diversifier les points de vue pour, en fait, pour rendre notre pays euh, plus intelligent, plus intelligent sur ces sujets et pour que nous puissions avoir effectivement des musées qui vont raconter cette histoire. Et en fait, on raconte ces histoires pourquoi pour avancer ensemble. Voilà, pour avancer ensemble. Que vous inspire, Lilian Thuram, la théorie raciste du grand remplacement? Alors, tout d'abord, il n'y a rien de nouveau, d'accord. Il y a toujours eu, depuis des siècles, en fait, des gens qui ont peur. Et comme tout à l'heure, je vous disais que le racisme, avant tout, c'est signifier, codifier une société. Ça veut dire qu'en fait, certains, leur place, c'est tout en bas. Et en fait, les gens ont toujours peur quand ils sentent que la société change, qu'en fait, qu'il y a des revendications d'égalité. Et les revendications d'égalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai le droit à tout, moi aussi. Et donc, certains commencent à avoir peur en disant, mais s'ils ont droit à tout, mais nous, on aura droit à quoi? Ben, en fait, ils ont peur d'être mis sur la même ligne de départ. Parce que le racisme, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que certains, sur un 100 mètres, partent avec 60, 70 mètres d'avance. Mais ceux qui partent avec 60, 70 mètres d'avance, ils veulent rester dans cet avantage. Et donc, c'est tout à fait légitime que ceux qui partent avec 70 mètres de retard, en fait, refusent cela. Et donc, c'est pour ça qu'il faut dire aux enfants, vous n'avez pas à accepter certaines choses. Vous devez combattre pour avoir l'égalité. Et effectivement, en face de vous, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire n'est pas juste. Et donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. En fait, les craintes de certains, en fait, ça veut dire que les sociétés changent. Il faut savoir que, par exemple, le Ku Klux Klan naît aux États-Unis au moment où il y a de plus en plus d'égalité entre les Noirs et les Blancs. C'est-à-dire que certaines personnes ont peur de l'égalité. Et, mais
Mais nous sommes du côté de la vérité. Et donc voilà pourquoi il faut apprendre, apprendre à comprendre, comprendre pour avancer. Et lorsque vous avez compris, vous avez, comment je vois, une force intérieure que personne ne peut arrêter. C'est pour cela vraiment, il faut vraiment inviter les plus jeunes à comprendre la société dans laquelle ils vivent. Et pour comprendre la société dans laquelle ils vivent, il faut questionner le passé. Et lorsque vous questionnez le passé et que vous voyez le chemin qui a été parcouru par les personnes qui étaient violentées, discriminées, eh ben, vous allez tirer encore plus de force pour continuer ce combat. Parce que ces gens-là ont rendu la société plus juste. Ces gens-là ont rendu le monde plus juste. Et donc, les personnes qui subissent le racisme aujourd'hui n'ont pas d'autre choix de rendre la société plus juste. Vous dites, vous soulignez, Lilian Thuram, qu'aux Antilles, et je dois dire qu'il en va de même à La Réunion, que près de 100% des postes de la haute fonction publique sont occupés par des Blancs. Qu'est-ce que cela dit de notre société? Êtes-vous favorable à une action, au concept ou au principe d'action affirmative ou de discrimination positive? Et êtes-vous également favorable aux statistiques dites ethniques? Alors tout d'abord, ce qui est très intéressant, c'est pouvoir, comme je vous ai dit, de parler tranquillement, sereinement des choses et de faire une photographie des choses. Parce qu'à partir du moment où vous faites une photographie, vous discutez, ça ne devient pas tabou. Parce que parfois, il y a des choses connues que personne veut dénoncer. Et dénoncer, ce n'est pas un truc négatif, c'est dénoncer, c'est dire. Et quand vous avez fait une photographie, vous essayez de comprendre pourquoi cela existe. Et vous avez des pistes de réflexion pour que les choses changent. Et effectivement, je pense que la première des choses, faire une photographie, en discuter et de dire que mais ça ne peut pas durer. Après, il faut faire très attention. Lorsqu'on dit discrimination positive, ben en fait, dans le mot discrimination positive, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est discriminer. D'accord? Personne ne va vouloir accepter d'être discriminé. Moi, je n'appellerais pas ça de la discrimination. Je dis simplement qu'en fait, il y a historiquement ben, des personnes qui sont avantagées parce que blancs depuis des siècles. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui sont avantagés parce que hommes. Tous les deux, nous sommes des hommes. Donc, en fait, historiquement, les hommes sont avantagés. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place un système, effectivement, où, en fait, les choses vont changer. Par exemple, en France, on a mis des quotas pour les femmes, et ben ça a fait avancer les choses. Parce que si vous attendez que les choses se fassent naturellement, ben les choses ne se font pas naturellement, puisque ceux qui sont au pouvoir feront tout pour garder le pouvoir. Donc, effectivement, il faut mettre en place des choses, on peut appeler ça des quotas, pour que les choses puissent avancer. Parce que, encore une fois, lorsque vous êtes avantagé parce que vous êtes blanc, lorsque vous êtes avantagé parce que vous êtes un homme, ben en fait, c'est une sorte, c'est un quota. D'accord? Et donc, ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder ces sujets. Et très souvent, on va vous dire, oui, mais si on met en place des quotas, il y a des gens incompétents qui vont passer avant d'autres. En fait, c'est très marrant comme analyse. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a des femmes super compétentes qui n'ont pas eu le poste parce que femmes. Il y a des personnes non blanches super compétentes qui n'ont pas eu le poste parce qu'ils n'étaient pas blancs. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la compétence. Parce qu'en fait, si vous êtes compétent, ben vous êtes compétent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Alors, on parle souvent, Lilian Thuram, du danger du communautarisme, mais curieusement, il ne concerne que les personnes non blanches. On n'a jamais entendu parler d'un communautarisme blanc ou chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors vous voyez, ça c'est une très très bonne question aussi. En fait, moi, dans mon analyse, très souvent, j'essaye d'inverser les choses. D'accord? D'inverser les points de vue pour essayer de faire le tour de la question. En fait, vous avez raison. Moi, je pense que le communautarisme, le plus puissant historiquement, c'est le communautarisme blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait,
encore une fois, je le répète, le monde moderne s'est construit sur la suprématie blanche. Pour que la suprématie blanche dure autant de siècles, c'est qu'en fait, il faut que les personnes blanches défendent cette suprématie. Et en fait, ils l'ont défendue. C'est comme, par exemple, la domination des hommes sur les femmes perdure depuis la nuit des temps, parce que les hommes, en fait, sont solidaires autour de cette situation. Et encore une fois, je suis bien placé pour le dire, je suis un homme. Ça veut dire que si les choses perdurent aussi longtemps, c'est qu'en fait, il y a une volonté de ceux qui sont qui tirent profit de ces avantages pour que ça dure. OK? Et donc, effectivement, historiquement, il suffit d'analyser les choses, de regarder tranquillement les choses. Vous allez voir qu'effectivement, si on doit parler d'un communautarisme extrêmement puissant, extrêmement organisé, ben en fait, c'est le communautarisme blanc. Mais quand je dis ça, ben je fais juste une photographie de la réalité historique. C'est-à-dire que pour interdire, la rentrée des non-blancs dans un bar, il faut que chaque blanc défende cette interdiction. Et que dès qu'il y a un non-blanc qui rentre, que quelqu'un dise non, tu n'es pas à ta place. Et donc, ça prouve bien qu'il y a une communauté de pensée, une communauté de défense des intérêts. Et que ce soit dans les colonies, que ce soit aux Antilles, que ce soit à La Réunion, historiquement, mais parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une façon de garder le pouvoir. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les politiques racistes fonctionnent. Parce que en fait, le discours raciste, qu'est-ce qu'il faut entendre? Il y a nous, il y a eux. Il y a nous, il y a eux. Mais le nous se base sur quels critères? Ok, on ne le dit jamais, mais c'est nous les blancs. Il y a eux, il y a nous. En fait, c'est jamais nommé, mais en fait, les discours racistes se basent toujours sur ça, sur cette appartenance-là. Et d'ailleurs, par exemple, il y a des gens qui disent ouais, mais moi je ne suis pas raciste, mais je trouve que ces idées politiques, quand même, ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où en fait ces partis se dirigent et violentent des personnes non blanches et que ça ne te touche pas toi quand tu es blanc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi, en fait, tu ne seras pas solidaire. Et si tu ne te sens pas solidaire des non-blancs, ça veut dire qu'en fait, ton critère de solidarité est basé sur autre chose. Mais sauf que les gens ne le disent pas. Les gens ne se le disent pas. Et moi, je reste persuadé qu'on analyse l'histoire du monde. S'il y a une communauté qui est extrêmement solidaire, c'est la communauté dite blanche. En plus, pire, c'est que les personnes blanches n'ont même pas conscience d'être solidaires sur ce critère-là. Parce que très souvent, ils ne se perçoivent pas blancs. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire que c'est tellement intégré qu'en fait, ils ne se perçoivent pas blancs. Et si on leur dit, mais attendez, mais vous êtes ensemble parce que vous êtes blanc, ils vont vous dire non. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Sur cette solidarité qui ne se voit pas et qui ne se questionne pas. Lorsque j'étais joueur de foot, dans le livre, je raconte une histoire. J'étais en Italie et un jour, il y a un entraîneur qui se lève et qui vient à notre table et qui nous dit mais vous les Noirs, vous êtes toujours ensemble. Je leur dis ah bon? Je dis bah ouais, vous êtes toujours ensemble, regardez à table, vous êtes que des Noirs. Je leur dis excusez-moi, vous avez été voir les autres tables pour leur demander pourquoi ils étaient toujours ensemble, les Blancs ou pas? Et là, il s'est retourné, il est parti. Donc en fait, vous voyez, c'est-à-dire que tout d'un coup, cet entraîneur,
dit que nous formons une communauté de Noirs, mais à aucun moment il dit que les autres forment des communautés de Blancs. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant d'aborder ces sujets et d'en parler directement. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, il y a que des personnes noires, des personnes blanches qui sont dans des lieux de pouvoir, en fait, c'est pas anodin. C'est qu'en fait, on les a choisis parce qu'ils étaient blancs. Et s'il n'y a pas de non blancs, c'est parce qu'on ne les a pas choisis parce qu'ils n'étaient pas blancs. Vous voyez ou pas? Mais ça aussi, il faut en discuter tranquillement parce qu'en fait, choisir quelqu'un qui vous ressemble plus facilement que des personnes qui ne vous ressemblent pas, en fait, c'est de la psychologie sociale. Ce n'est que de la psychologie sociale. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle du racisme, et à partir du moment où le racisme c'est lié sur la construction de groupes identitaires basés sur des supposées couleurs, donc ça crée des groupes, ça crée des appartenances. Et à partir du moment où vous avez été éduqué à travers ces appartenances depuis des siècles, ça veut dire que vous les transportez inconsciemment ou consciemment. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut analyser vos comportements et vos comportements emmènent à privilégier certains groupes. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'essaie d'expliquer aussi que l'appartenance dans les groupes dominés, en fait, vous emmène aussi à rejeter des personnes qui seraient comme vous. Parce que vous avez été éduqué à travers le prisme blanc. Et d'ailleurs, regardez, par exemple, quand je parle de la catégorie blanche qui existe et qui essaye toujours de délégitimer les autres personnes qui pourraient faire groupe sur une autre appartenance. C'est les blagues qu'on fait aux personnes noires. Par exemple, qu'il y a deux, trois personnes noires ensemble, eh ben, vous allez toujours trouver une personne blanche qui va dire oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de comploter? Mais vous n'allez jamais entendre des personnes noires dire à des personnes blanches qui sont ensemble qu'est-ce que vous êtes en train de comploter. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, il y a l'interdiction des personnes non blanches à être ensemble parce qu'ils sont vus comme étant une menace, le fait d'être ensemble. Mais que les personnes blanches soient ensemble, en fait, c'est normal, ça ne se questionne pas. Et là aussi, pour comprendre ces types de mécanismes, il faut comprendre l'histoire du racisme, et notamment l'histoire de l'esclavage, où effectivement, toute personne blanche pouvait contrôler toute personne noire. Parce que toute personne noire était garant du système. Et donc, toute personne blanche potentiellement savait qu'il fallait contrôler ce qu'une personne noire faisait pour justement lui dire voilà, tu es surveillé et on t'a à l'œil. En fait, bon, écoutez, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'intéresser à l'histoire. Et quand vous comprenez l'histoire, en fait, ça éclaire la société dans laquelle nous vivons et ça éclaire aussi les rapports que nous avons selon les catégories où nous nous trouvons. Ça peut aussi expliquer, par exemple, la relation que les personnes, par exemple, métisses ou plus claires de peau, peuvent avoir dans une société comme la Guadeloupe ou la Martinique. C'est très, très intéressant. Alors Lilian Thuram, j'aimerais conclure cet échange riche et instructif avec une citation que l'on trouve à la fin de votre ouvrage. Vous dites la grandeur d'une civilisation tient à l'espace qu'elle reconnaît à ses éléments considérés comme plus vulnérables, comme différents du modèle standard. Vous savez, je reste persuadé que la grandeur d'une personne, d'un individu, c'est la capacité à percevoir les personnes qui sont en grande difficulté. Et je reste persuadé que la grandeur d'une société devrait être ça. C'est-à-dire comment on organise la société pour venir en aide aux plus faibles, aux plus démunis, aux personnes les plus en difficulté. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes une société et que vous ne prenez pas en compte, par exemple, les personnes qui sont handicapées, mais ça dit beaucoup de vous. Ça veut dire qu'en fait,
ben, peut-être que c'est une société qui, à mon avis, fonctionne très 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 mal. Et je reste persuadé que les personnes qui peuvent raconter vraiment la réalité d'une société, en fait, ce sont les personnes les plus en difficulté. Parce qu'en fait, ceux qui sont en contact avec la violence des injustices dans une société. Et trop rarement, on n'entend pas ces gens-là. On ne leur donne pas la parole. Parce qu'en fait, ils raconteraient certaines réalités qui peut-être nous mettraient en difficulté. Merci Lilian Thuram pour votre participation à ces causeries de l'égalité. Je rappelle vos ouvrages, le titre de vos ouvrages, La pensée blanche, qui est aujourd'hui disponible en format poche, et également Mes étoiles noires, dont je recommande la lecture. Merci à vous et à une prochaine. Merci beaucoup. Et puis, franchement, il faut en tout cas inviter les plus jeunes à la connaissance. Vraiment, je pense que c'est vraiment le secret d'une vie, c'est-à-dire pour eux, c'est-à-dire que plus ils vont emmagasiner des connaissances, plus ils vont comprendre la complexité des choses. Plus vous comprenez la complexité des choses, ben en fait, plus vous êtes serein et plus vous êtes intelligent et plus c'est facile à circuler. Voilà, dans cette société-là. Merci Lilian Thuram, merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle causerie de l'égalité. Thank you.